IDFM 98 de la bande FM, IDFM Radio Anguin. Pardonnez-moi ma voix de ce soir, un peu une voix d'outre-tombe, c'est une voix de saison. En tous les cas, je suis avec vous ce soir et je suis pas seule, je suis avec Guillaume Thuillet du Jardin de Guillaume. Il est entrepreneur en technologie blockchain. Blockchain, on dit comme ça? Blockchain. Blockchain. Le thème de ce soir, les monnaies du 21e siècle, du bitcoin aux crypto-monnaies. Il est maintenant possible de gagner de l'argent en restant chez soi grâce à la technologie blockchain qui va tout révolutionner dans les prochaines années. Donc il va essayer de nous aider déjà à comprendre ce que c'est que le bitcoin et à construire un jardin informatique et à en récolter les fruits. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Joël. Alors tu viens de Sannois. Tout à fait. On est content de se retrouver parce qu'on s'était connus il y a quelques années. Tout à fait. Tu avais essayé de monter une entreprise qui n'a pas vraiment fonctionné. Enfin, on en parle ou on n'en parle pas? Alors c'était une association. Une association. À l'époque, c'est une association. Elle existe toujours. Alors bien évidemment, c'est un domaine qui a beaucoup évolué, mais elle existe toujours, l'association. Tu vendais des produits fermiers, non pas fermiers, c'était... Alors avec le développement de l'association, on en est arrivé à vendre des fruits séchés et des jeunes pousses dans des réseaux de circuits courts. Ça m'a permis, moi, par la suite, de développer une première entreprise. Et aujourd'hui, en fait, les réseaux de circuits courts, il y a beaucoup de problèmes. Donc, ça fait qu'au fil du temps, je suis parti. Voilà, j'ai arrêté de travailler avec ces gens-là. Et tu es dans le jardin de Guillaume, ça c'est l'association. Sinon, c'est Association de Transition Project, c'est ça? Alors, Association de Transition Project, c'est celle qu'on a créée en 2012. D'accord. Et donc, à côté, j'ai créé une société qui s'appelle le Jardin de Guillaume. D'accord. Donc là, on est sur le Jardin de Guillaume. Voilà. Alors, on peut déjà rappeler ce que c'est que ces crypto-monnaies, ce bitcoin, c'est le premier des crypto-monnaies. Oui. Alors, pour faire simple, ce qu'on appelle les crypto-monnaies, comme leur nom l'indique, ce sont des monnaies électroniques. Et leur particularité, c'est d'être décentralisées, contrairement à l'euro ou au dollar, qui sont des monnaies centralisées, puisque émises par une banque centrale. On rappelle qu'il y a 3 sortes de monnaies. Il y a la monnaie des dieux, comme on dit, c'est-à-dire l'or et l'argent. Voilà. Il y a la monnaie des banques. Ce qu'on appelle monnaie fiat également. Ouais. Fiduciaire. Oui, fiduciaire, fiat. Ouais. Et puis les crypto-monnaies qui sont dématérialisées complètement. Et c'est de celles-ci qu'on va parler ce soir. Tout à fait. Alors comment t'es venu, toi, à t'intéresser au bitcoin? Alors, moi, déjà, j'avais créé une première société en 2003 dans l'informatique, que j'ai revendue en 2009 à un concurrent. Ce qui fait que j'ai toujours mes bases en informatique, et même avant déjà je travaillais dans des sociétés en informatique. Et puis ensuite, tout simplement en faisant des recherches sur Internet, et puis en faisant aussi des vidéos sur YouTube, je me suis rendu compte qu'il y avait ce sujet des crypto-monnaies. J'ai commencé à m'y intéresser. Et en fait, au début, quand j'ai compris les fonctionnements, etc., je me suis dit, mais toutes les bases que j'avais acquises, moi, dans l'hébergement Internet pendant 8 ans et demi au début de ma carrière, ça me servait en fait pour faire ça. Et je me suis dit, pourquoi pas utiliser mes connaissances que j'avais déjà à l'époque, les mettre à jour avec les technologies d'aujourd'hui et proposer des machines et du service autour de la technologie blockchain. D'accord, tu proposes des machines, mais avant de proposer les machines, il faut déjà expliquer ce que c'est que ce blockchain. Alors, on va expliquer la blockchain parce qu'effectivement, c'est le point principal. Comment comprendre la blockchain? C'est très simple. Il faut voir la blockchain comme un grand livre. Un livre où on va noter des événements. En général, des transactions, mais des événements. Sur chaque page de ce livre, tu as par exemple 7 emplacements pour écrire des transactions. Donc une fois que tu as écrit les 7 transactions, tu es obligé de passer à la page d'après. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ce livre, il est en commun. Chacun dans la communauté en question a un exemplaire de ce livre. Et à chaque fois qu'il y a une modification qui est faite sur ce livre, tout le monde se réunit. Ça c'est virtuel, mais tout le monde se réunit. Dit, Guillaume a donné 10 € à Joël. On note tout le monde note ça dans le livre. Il y a un consensus. Et à partir de ce moment-là, on a dit, OK, on a noté. Donc, Guillaume donne 10 € à Joël. On note sur le compte, etc. Et voilà. C'est comme une sorte de livre de compte, si tu veux. On note vraiment tout ce qui se passe, toutes les transactions dans un sens ou dans un autre, pour avoir un état des comptes. Tu vas pas voir ce qui se passe sur le livre, parce que quand on tape sur Internet, le nombre de transactions qu'il y a par jour, c'est invraisemblable. Alors, aujourd'hui, il y a à peu près 5 milliards d'euros qui sont échangés chaque jour en Bitcoin. Donc, effectivement, ça fait beaucoup de transactions. La particularité, c'est que, donc, comme je l'ai expliqué, c'est décentralisé. Donc, il n'y a pas un organisme qui va émettre le Bitcoin, mais en fait, plein de petites personnes qu'on appelle des mineurs qui vont créer cette monnaie.
et qui vont aussi vérifier les transactions. Parce que c'est ça aussi qui fait sa valeur, c'est qu'il y a un système de vérification et de confiance dans le système pour vérifier les transactions. Donc, à chaque fois qu'il y a un Bitcoin qui est émis, les mineurs vont vérifier cette transaction. Et si c'est correct, effectivement, le Bitcoin est vraiment transmis à l'autre personne. Alors, avant de parler des mineurs, comment on fait pour avoir des Bitcoins ? Alors, c'est beaucoup plus simple aujourd'hui qu'il y a quelques années. Aujourd'hui, le plus simple, c'est tout simplement d'aller sur des sites internet qui vendent du Bitcoin. Ou à Paris aussi. Et après, à Paris aussi, il y a la maison du Bitcoin, ouais. Dans le 3e arrondissement, qui permet d'ouvrir un compte. Ça permet d'avoir un comptoir. C'est surtout ça qui est intéressant pour les personnes qui sont plus habituées à un système bancaire classique. C'est d'avoir un comptoir où on se présente, on crée un compte, et après, on a un compte en Bitcoin où on peut avoir des Bitcoins dessus, transformer ses euros en Bitcoin. Alors, un Bitcoin, ça vaut quand même, aujourd'hui, là, ce jour, 3 240 €. Tout à fait. C'est monté jusqu'à 19 000 en décembre 2017. Ouais. Donc, on achète, on donne 3 240 €, on a un Bitcoin. On va te dire, pour ceux qui connaissent pas, qu'est-ce que je peux pas acheter rien avec un Bitcoin, c'est beaucoup. Alors déjà, tu n'es pas obligé d'acheter un Bitcoin qui vaut à l'heure actuelle 3 200 €. Tu peux acheter en fait des millièmes ou des millionièmes de Bitcoin qu'on appelle des Satoshi. Donc en général, on n'achète pas un Bitcoin d'un coup, mais on achète plusieurs centaines de milliers de Satoshi pour démarrer. Voilà. Donc une fois que tu as tes Satoshi ou tes millionièmes de Bitcoin, tu peux soit les dépenser sur des sites internet qui acceptent le Bitcoin, c'est le plus simple, ou soit tu as aussi certains commerçants, ça se développe petit à petit, c'est à peu près en gros 10% de plus par mois de commerçants qui acceptent le Bitcoin, où tu peux arriver avec ton smartphone, le commerçant va te montrer un QR code, tu le scannes avec ton smartphone et ça lui envoie les Bitcoins. Alors le commerçant doit aussi lui avoir un compte Bitcoin. Voilà. Alors un compte Bitcoin, ça a deux noms en fait, ça s'appelle une adresse Bitcoin ou un wallet. Donc c'est un portefeuille dans lequel tu as tes Bitcoins. Donc c'est une sorte de compte en banque en Bitcoin. Donc voilà. Alors l'intérêt c'est que ça passe directement du consommateur au producteur ou tout du moins du client à l'acheteur. Il n'y a pas de banque entre les deux. Oui, voilà, comme je te l'ai expliqué, c'est décentralisé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un organisme. Si par exemple moi je te donne 10 € en Bitcoin, il n'y a pas une banque entre nous deux. Ça sera vraiment, qu'on dit, de pair à pair, c'est-à-dire vraiment de l'utilisateur A à l'utilisateur B. C'est vraiment direct. Donc dans la technologie Bitcoin, dans la blockchain Bitcoin, en fait les blocs, parce qu'on mine des blocs, c'est toutes les 10 minutes. Donc toutes les 10 minutes, on tourne une page. Comme l'exemple du livre que je t'ai donné, toutes les 10 minutes, on tourne une page. C'est obligatoire. Qu'on ait rempli la page ou pas, toutes les 10 minutes, on la tourne. Là, j'arrive pas à te suivre. Tu tournes la page sur ton propre agenda, c'est ça ? Voilà, donc comme je te l'ai expliqué, tout le monde a le même livre. Ouais. Et à chaque fois qu'il se passe quelque chose, tout le monde écrit dedans. Ça sert à quoi ? Ça sert à la sécurité. C'est-à-dire que si par exemple demain, quelqu'un dit tiens, moi je me marque que j'ai un Bitcoin de plus pour tricher, il peut pas le faire. Parce que s'il veut faire ça, il est obligé de pirater, entre guillemets, les livres de tout le monde. Et comme tu le sais, il y a des dizaines de milliers de personnes qui ont ce livre Bitcoin, quoi. C'est le blockchain Bitcoin. Donc en fait, c'est pour ça que c'est un système extrêmement sécurisé. Alors il n'y a pas le nom des gens, hein, c'est des. Alors le Bitcoin est un système pseudonyme et non pas anonyme. Il faut bien faire la différence. Anonyme, ça veut dire on peut pas savoir qui envoie et qui reçoit. Pseudonyme, ça veut dire tout simplement que au lieu que ça soit ton nom qui apparaisse dans la blockchain, dans le livre, en fait c'est une série de chiffres et de lettres qui correspondent à ton compte. D'accord. Alors, on en est là. On a acheté quelques Satoshi, c'est ça ? T'en as acheté quelques-uns, toi ? Oui, j'ai des Satoshi. T'as des Satoshi, t'as pas de Bitcoin ? J'ai pas un Bitcoin complet. Bah, dis donc. Alors, donc, pas de on achète des Satoshi, après, on les garde ou on peut les garder, hein, c'est pas de problème. En fait, avec le Bitcoin, tu peux faire énormément de choses. Donc, comme je t'ai expliqué, tu peux déjà en créer. Voilà, ça, c'est un des premiers points. Tu peux créer, c'est-à-dire ? Tu peux créer des Bitcoins. Ah oui, mais ça, c'est à la fin de l'émission. Attends, il veut vendre sa machine, lui. Non, pour l'instant, on n'ancre pas. Celui qui va être comme ceux qui nous écoutent, au départ, l'intérêt, c'est de savoir ce qu'ils peuvent faire du Bitcoin. Alors, il y a d'autres monnaies. Hein. On va juste... moi, j'ai regardé sur Internet, les crypto-monnaies, il y en a 2056. Plus que ça. 3600. 2104, j'ai vu, moi. Parce que en fait, tu es allé sur CoinMarketCap, qui est effectivement le site principal qui regroupe les crypto-monnaies, mais CoinMarketCap ne référence pas toutes les crypto-monnaies. Techniquement, à l'heure actuelle, il y en a à peu près 3600. 3600, dont certaines où il n'y a rien dedans. Enfin, Alors, une crypto-monnaie, c'est un projet. Voilà, il faut comprendre que derrière une crypto-monnaie, tu as un projet, donc une association, une entreprise ou des gens anonymes. Il y a de tout.
Donc, tu vas avoir des projets qui vont être sérieux, qui vont être pour développer justement les systèmes de monnaie électronique, pour que ça aille plus vite, pour que ça accepte plus de transactions, etc. Donc, il y en a qui vont développer ça. Il y en a qui vont faire ce qu'on appelle de la supply chain, donc pour gérer de la logistique. Il y en a qui vont s'en servir, ce qu'on appelle, après je t'expliquerai, la tokenisation, c'est pour des sportifs ou des chanteurs. Donc, il y a plein d'applications. Et donc, tu as ces 3600 projets où chacun fait un peu ce qu'il veut. Donc, tu as des projets sérieux qui vont vraiment lever des fonds et développer une entreprise. Et puis, tu as aussi simplement des communautés, comme par exemple le Dogecoin. C'est juste une communauté. C'est des gens qui disent, voilà, on est une communauté, on s'échange des Dogecoin. Et quelle différence avec les plateformes où tu récupères de l'argent, comme Ulule ou des choses comme ça? C'est, entre guillemets, plus évolué. Parce qu'avec le Bitcoin, je t'expliquerai après, tu peux créer ce qu'on appelle des tokens. Et avec ces tokens, en fait, tu peux faire ce qu'on appelle une ICO, c'est une sorte de levée de fonds. Et donc, tu vends tes tokens, en fait, pour récupérer du cash en retour. Bon, ça m'a l'air un peu compliqué tout ça, faut s'y connaître. Non, faut juste expliquer. Bon, donc ces bitcoins, c'est une monnaie dématérialisée, mais pour que ça s'inscrive, comme tu le dis, sur les grands livres, il faut des mineurs. C'est normal, hein, ils vont pas miner de l'or, mais c'est quoi le mineur? C'est celui qui a une grosse machine, et qu'est-ce qu'il fait sur ces grosses machines? Alors, comme je te l'ai expliqué, à chaque fois qu'on écrit dans le livre, dans la blockchain, il faut un consensus, ce qu'on appelle un consensus. Ce consensus, c'est quoi? C'est simplement dire, nous sommes tous d'accord, la communauté est d'accord pour dire que Guillaume a bien donné 10 € à Joël. C'est ça, c'est ce consensus. Et donc, tu as différents types de consensus, le proof of work, le proof of stake, qui sont les deux principales, et les masternodes. Et le Bitcoin, il fonctionne en proof of work. Alors, le proof of work, c'est quoi? Ça veut dire simplement qu'à chaque fois qu'il y a une transaction, tu vas avoir des sortes d'ordinateurs, qu'on appelle des rigs de minage, qui vont vérifier cette transaction. Et si l'ensemble des mineurs, donc des rigs de minage des machines, vérifient cette transaction et disent « Ok, on est d'accord, il y a un consensus, on est tous d'accord », alors la transaction est effectuée. Comment ils pourraient ne pas être d'accord? Si par exemple dans la blockchain tu as quelqu'un qui a modifié un bloc ou un truc comme ça, alors les autres vont ça c'est électronique, hein, c'est des machines qui font le travail. Les machines vont dire ouais mais toi c'est bizarre, ta telle transaction c'est pas la même que nous, donc on refuse. Tu vois, c'est comme ça que le consensus il fonctionne. Faut voir vraiment les crypto-monnaies comme des communautés, mais sauf qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose, on regroupe la communauté et tout le monde voit que je t'ai donné 10 €. C'est ça qui est la preuve en fait. C'est la preuve que si moi je dis non j'ai donné 12 € à Joël, non les autres ils vont dire attends moi dans nos livres c'est marqué 10 €, c'est pas marqué 12. C'est ça qui fait entre guillemets ce qu'on appelle la confiance dans les crypto-monnaies, c'est que comme c'est une grosse communauté et que tout le monde vérifie les transactions, tout le monde vérifie les échanges, alors personne ne peut dire moi j'ai plus d'argent ou j'ai moins d'argent puisque les autres vont dire ouais mais ça correspond pas à ce qui est marqué dans le livre. Oui, on a oublié de dire aussi que ça s'arrêterait en 2040 je crois. Alors pareil, parce qu'en fait, chaque crypto-monnaie, comme je t'expliquais, c'est un projet. Donc, en fait, techniquement, on doit parler de chaque projet pour bien expliquer. Mais concernant le Bitcoin, à l'heure actuelle, chaque bloc de Bitcoin qu'on mine, ça rapporte 12,5 Bitcoin et c'est divisé par 2 tous les 4 ans. Donc là, la prochaine, je crois, c'est en 2020. Au lieu de gagner 12,5 Bitcoin, on gagnera la moitié. Voilà, à chaque bloc. Et au total, il y aura 21 millions de Bitcoin. Pas plus. Non, c'est inscrit dans le code informatique du Bitcoin, c'est 21 millions. On ne peut pas faire plus. Et ça a été inventé donc par Satoshi Nakamoto, qui a inventé le Bitcoin. Et donc, dernier... Oui, vas-y. Oui. Oui. Et donc, quand il a inventé ce qu'on appelle donc la blockchain Bitcoin, et ensuite la crypto-monnaie Bitcoin qui en découle, il a dit on va émettre 21 millions de coins, de pièces virtuelles de Bitcoin, parce qu'en fait, il s'est basé sur l'or. L'or est une matière finie. Un jour, on aura extrait tout l'or. Et donc, ça prendra du prix de l'or. Alors que les monnaies fiduciaires, comme tu le sais, il suffit qu'un État ou plutôt une banque centrale utilise la planche à billets et il peut en créer autant qu'il veut. C'est ce qui se passe en l'occurrence avec le dollar. C'est-à-dire que dès qu'ils ont besoin, ils utilisent la planche à billets et ils génèrent du dollar. Le problème de faire ça avec une monnaie, c'est que plus tu crées de billets... De la fausse monnaie. Ouais, c'est de la monnaie voilà, qui est juste imprimée. Mais bon, malheureusement, elle a une valeur dans le système actuel. Plus, en fait, cette monnaie va perdre de la valeur. Parce que plus il va y en avoir, plus elle est partout. Donc, en fait, si elle est partout et que c'est facile d'en avoir, ça perd de la valeur. Alors que l'or qui est plus rare, forcément, il prend de la valeur. Et c'est ce principe-là qui a été repris dans le Bitcoin. Donc, Satoshi Nakamoto a dit, on va faire 21 millions de Bitcoin. Ils vont être minés petit à petit, etc. Tous les 4 ans, on divise la récompense par 2. Et en 2140, ça sera donc le dernier Bitcoin. Il fallait arriver dans le système en 2009. Alors, si tu avais, écoute bien, parce que ça, c'est ma phrase favorite,
si tu avais acheté 100 euros de Bitcoin en 2011, 2009 2011, précis, 100 euros de Bitcoin en 2011, il vaudrait 2 millions d'euros aujourd'hui. Oui, on dit aussi que celui qui va acheter le dernier Bitcoin pour arriver aux 21 millions, ça va être il va pas être donné celui-là. Alors, comme je te l'ai expliqué, c'est justement, il faut que tu comprennes que le Bitcoin, ça a été inventé, ce qu'on appelle le white paper, c'est-à-dire en fait le livre qui explique le protocole du Bitcoin, est sorti fin 2008. Et le premier bloc Bitcoin a été miné début 2009, janvier 2009. D'ailleurs, on a fêté les 10 ans. Et donc, quand Satoshi Nakamoto a inventé ce système informatique, il a dit il faut que le système en fait soit fiable, décentralisé, etc., tous les principes du Bitcoin, mais aussi qu'il ne puisse pas y avoir d'inflation, comme les monnaies fiduciaires classiques, parce qu'on imprime des billets dans tous les sens. Donc, comme je l'ai expliqué, il a repris le principe de l'or en disant, voilà, c'est une matière finie. Il y a 21 millions de Bitcoin et c'est tout. Et le dernier sera miné en 2140. On n'est pas sûr qu'il ait existé, ce Satoshi Nakamoto. Il y en a certains qui disent qu'il n'a pas existé. Alors, Satoshi Nakamoto, à l'heure actuelle, on ne sait pas qui c'est. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, ça peut être une équipe, comme ça peut être un homme, une femme, un japonais ou un pas japonais, et voilà. On ne sait pas. Avec un nom comme ça, il y a grande chance quand même. Mais ça a un avantage, parce que la deuxième crypto-monnaie, c'est l'Ethereum, qui est elle, gérée par un organisme qui s'appelle donc Ethereum, avec une personne qui s'appelle Vitalik Buterin. Et c'est ce qui fait la différence entre le Bitcoin et l'Ethereum, c'est que le Bitcoin, on ne sait pas qui c'est qui l'a créé, donc on ne peut pas avoir d'influence sur lui. Par contre, l'Ethereum, qui est la deuxième crypto-monnaie à l'heure actuelle, à un moment, elle était troisième. Et c'est la seule qui monte en ce moment, parce qu'elles descendent toutes, j'ai vu sur le site. Alors, l'Ethereum a bien remonté ces 3 dernières semaines, mais là, ça recommence un petit peu à redescendre. Mais voilà, donc le problème, en fait, avec l'Ethereum, c'est que tu as Vitalik Buterin, qui est l'emblème de cette crypto-monnaie. Et donc, dès qu'il dit quelque chose ou qu'il fait quelque chose ou qu'il prend des décisions, forcément, ça a une influence. Et donc, on peut aussi l'influencer. Tu comprends le problème? C'est-à-dire que s'il y a un gouvernement ou autre qui vient voir Vitalik Buterin. C'est comme les gilets jaunes. Voilà. Donc, alors que le Bitcoin, on peut pas l'influencer. Il n'y a pas de meneur. Alors non, l'Ethereum, elle baisse aussi. Celle qui monte, c'est le Tronc ou le Tronc. Alors il y a effectivement une crypto-monnaie qui s'appelle le Tron. Donc alors c'est pareil, parce que en fait chaque crypto-monnaie, comme je l'ai expliqué, a une histoire. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un domaine passionnant parce que sur chaque crypto-monnaie, on peut dire plein de choses. Alors le Tron, c'est entre guillemets un concurrent de l'Ethereum. En tout cas, son créateur est toujours en train de dire voilà l'Ethereum, nous le Tron, etc. Le problème, c'est que il fait beaucoup d'effets d'annonce. C'est ce qui a fait monter cette crypto-monnaie. Par contre, en termes de technologie, il y a beaucoup à discuter. Voilà. L'Ethereum, c'est quelque chose qui est très clair et je t'expliquerai après que l'Ethereum, en fait, c'est une crypto-monnaie de 2e génération. Il y a aussi des crypto-monnaies de 3e génération parce qu'on a inventé un truc qui s'appelle les smart contracts. Mais le Tron, en gros, c'est un concurrent d'Ethereum, une entreprise concurrente d'Ethereum. Et ils sont très forts en effet d'annonce. Le mec qui est à la tête de ça, il est très fort en effet d'annonce. Mais par contre, au niveau technologique, ils ont voulu faire des choses, des partenariats, etc. Et avec BitTorrent, en fait, une plateforme d'échange de fichiers. Et finalement, les mecs de BitTorrent, ils ont dit Tron, c'est bien, vous avez un beau discours, mais en fait, votre blockchain ne pourra pas soutenir nos transactions sur notre plateforme à nous. Donc en fait, votre blockchain, elle n'est pas assez développée pour soutenir nos transactions, alors que d'autres blockchains sont capables de le faire. Oui, parce que ça sert à quoi ces blockchains? Alors pour aller chez le coiffeur, bon, c'est comme tu dis des satoshis, c'est des millièmes de Bitcoin, mais le but, c'est de payer quoi? De payer tout, finalement. Dans l'avenir, c'est de quitter les banques, finalement. Alors, comme je te l'ai expliqué, tu as une technologie qui s'appelle la blockchain, qui a été quand même par certains journaux économiques britanniques, etc., considérée comme la prochaine révolution après Internet. Donc c'est pour ça qu'on parle vraiment de quelque chose d'important. C'est peut-être la prochaine révolution après Internet. Et surtout, tu as l'application financière, donc les crypto-monnaies, qui est effectivement l'usage le plus courant à l'heure actuelle, mais il y a aussi d'autres usages. Et à l'heure actuelle, en fait, ça sert à quoi d'avoir des bitcoins, etc. Ça te sert à te passer de ta banque, déjà, à pas payer tous les frais. Parce que tu passes une transaction de 10 000 euros ou de quelques euros en bitcoin, tu vas avoir quelques centimes de frais. Ah, t'as quand même des frais? Oui, c'est les frais qui sont payés justement aux mineurs. D'accord. Quand tu fais une transaction en bitcoin, il y a des frais qui sont pris dessus, mais largement plus bas que les frais bancaires classiques. Et c'est les frais qui payent les machines qui vérifient les transactions. D'accord. J'ai vu des reportages où ça se passait, il y avait une île entière où c'était dans le nord, je sais pas, la Finlande ou la Norvège,
où il y avait une île entière, où il y avait des kilomètres de machines. Alors, c'est en Islande. En C'est une Islande. société qui s'appelle Genesis Mining. D'accord. Voilà. Et donc, Genesis Mining, en fait, c'est une société qui fait ce qu'on appelle du cloud mining. En fait, ça te permet, si toi, tu peux pas acheter une machine, de louer leur machine à eux pour miner du Bitcoin. C'est le cloud mining, c'est ça, c'est louer une machine qui est à l'étranger ou en France, donc sur laquelle tu vas miner du Bitcoin pour avoir les Bitcoins. Bon. Et effectivement, Genesis Mining, c'est quelqu'un à la base qui était quand même assez jeune. Et il a commencé donc avec une machine. Après, il a vu que ça marchait bien. Il a commencé à avoir 2, 3. Et un jour, carrément, le mec, il est parti en Islande parce que l'électricité est moins chère. Parce qu'il faut considérer aussi le prix de l'électricité. Et il a monté carrément des hangars de rigs, donc de machines à miner du Bitcoin. Alors, il faut quand même que l'électricité fonctionne, sinon tout s'arrête. Alors, bien évidemment qu'il faut de l'électricité, voilà. De toute façon, après, la seule façon d'arrêter les crypto-monnaies, ça serait vraiment d'éteindre Internet. Voilà, c'est la seule façon. Sinon, on peut pas arrêter les crypto-monnaies. C'est un système qui est fabriqué de manière à que, tant qu'il y a Internet... Mais si on arrête Internet, de toute façon, les banques, c'est pareil. Je veux dire, s'il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus rien qui marche, ne serait-ce que nos banques ou la radio qu'on entend ce soir. On va écouter Rémi, Bitcoin billionnaire. Hein. Peut-être pas l'écouter en entier, mais bon, c'est une chanson sur le Bitcoin. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Alors oui, dans cette chanson, en fait, il y a une personne qui s'intéresse au Bitcoin, qui dit « Waouh, c'est génial !» Et du coup, donc, il monte une machine, comme j'expliquais, ce qu'on appelle un rig de minage. Et puis, il devient milliardaire. Sauf qu'un jour, son rig tombe en panne et il revient à la rue. Son rig, c'est quoi ? Sa machine ? Ce qu'on appelle le rig de minage, c'est la machine qui mine les bitcoins. Oui. Et on le voit à la fin avec dans les rues de New York ou je ne sais où, avec un code barre, non pas un code barre. Un QR code. Un QR code, ouais. Parce qu'en fait, à la fin, si tu veux, il propose même d'échanger des trucs qui lui appartiennent contre du Dogecoin. Et le Dogecoin, alors, ça coûte même pas 1 centime d'euro, tu vois. C'est pour ça qu'il y a un peu d'humour à la fin de la chanson. Bon, et si vous voulez voir cette vidéo, ça s'appelle Bitcoin billionnaire. Comme millionnaire, mais avec un B. Alors, on en était juste... donc, je t'avais dit que vous êtes toujours à l'écoute d'IDFM sur le 98 de la bande FM, dans cet au-delà du miroir où aujourd'hui on parle des monnaies du 21e siècle, de ces futures monnaies. Donc, je te disais, je suis quand même très étonnée qu'ils prennent une commission, mais tu m'as dit c'est pour payer les mineurs. Ça, on reviendra sur les mineurs après. Excusez-moi. Mais... il y a depuis 2019 ou 2018 une commission aussi à payer sur l'achat quand on fait une transaction. Alors c'est depuis toujours en fait. Comme je te l'ai expliqué, tu peux acheter des bitcoins sur Internet ou d'autres crypto-monnaies et bien évidemment la plateforme qui te sert de courtier entre guillemets prend des commissions lors de l'achat. Oui. Voilà, alors ça dépend de la plateforme mais entre 1 et 5%. Donc si tu mets 100 €, en fait si tu mets 100 €, tu vas avoir à peu près 94 ou 96 € de bitcoin après. D'accord. Par contre, tu m'as expliqué que sur les transactions que tu fais, que tu fasses une transaction à 3 € à 3 000 ou 3 millions d'euros, c'est la même somme. Oui, il y a plusieurs différences entre les crypto-monnaies et le système bancaire classique. Et parmi ces différences, tu as les frais de transaction. Donc, faut voir quand tu payes en Bitcoin, faut voir ça comme un virement. Voilà, plus simplement. Tu envoies sur une adresse Bitcoin. Et effectivement, il y a des petits frais qui sont pour payer les mineurs. Mais la différence avec les frais bancaires, c'est que c'est pas forcément proportionnel à la somme que tu envoies. Que tu envoies 1 € de Bitcoin ou que tu envoies 10 millions d'euros de Bitcoin, la somme que tu vas payer aux mineurs, elle est quasi identique, quoi. Le pourcentage, il est quasi identique. Et c'est vraiment très minime, quoi. Donc, c'est pour ça que, du coup, quand tu fais des transactions en Bitcoin, les frais bancaires, entre guillemets, sont vraiment très minimes par rapport à des virements classiques en Swift, voilà. Oui, t'as pas besoin de t'acheter une carte bleue, t'as pas besoin de payer des agios. Alors, si tu veux, il faut comprendre que on vit sur une planète où tu as quand même 52% des gens qui n'ont pas de compte bancaire. Pas en France, c'est obligatoire. En France, oui, mais je parle vraiment sur la planète. Il y a 52% des gens qui n'ont pas de compte bancaire. Et justement, tu as des... Ils ont de la chance. Et donc, du coup, dans certains pays, tu as des sociétés donc liées à la blockchain qui développent des crypto-monnaies pour les pays en voie de développement. C'est-à-dire que les personnes vont pouvoir miner de la crypto-monnaie sur leur smartphone, par exemple, parce que là, par contre, le taux de pénétration du smartphone est beaucoup plus élevé.
Du coup, ils vont avoir des petits bouts de crypto-monnaie qu'ils vont avoir minés avec leur smartphone et ils pourront s'échanger comme ça, les monnaies quand ils auront besoin de payer, sans avoir de compte en banque. Alors le fisc dans l'histoire, est-ce qu'on pourrait payer nos impôts, un prélèvement à la source sur ton compte Bitcoin? C'est pas possible. Si, tout est possible. C'est, comme je l'ai expliqué, c'est de l'informatique, hein, donc on peut inventer n'importe quel programme. Oui, mais attends, ça serait pas la même chose que ce qui se passe en réalité. Parce que là, je veux dire, les impôts peuvent prélever ce qu'ils veulent. Là, faudrait peut-être quand même notre signature, ou tout de moins qu'on soit d'accord. Alors, en fait, on pourrait mettre en place un système où on paye nos impôts en Bitcoin. Techniquement, c'est déjà faisable, on peut le faire. C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, c'est les smart contracts, c'est les crypto-monnaies de deuxième génération. À l'heure actuelle, faut savoir que quand tu achètes des Bitcoins, comme je t'ai dit, tu payes une petite commission à la plateforme, bon, bah, c'est normal, c'est t'achètes, ils prennent leur commission. Mais dans l'autre sens, quand tu vends tes Bitcoins pour les remettre en euros, là, forcément, le fisc français passe par là. Et donc, il y a ce qu'on appelle une flat tax, ça a été voté en fin d'année dernière, qui c'est de 30% sur la plus-value. C'est énorme. Bah oui. Il faut savoir qu'avant, donc avant que cette loi soit mise en place, on était même à 60%. Parce qu'en France, 30%, c'est normal. Voilà. Après, tu vas à Chypre, en Suisse, dans d'autres pays autour de nous, tu as quasiment 0%. Ça, c'est pour éviter que les gens ils fassent de l'argent, c'est-à-dire il faut revendre au moment où ça te rapporte rien. Là, t'as pas de plus-value. Oui, si tu fais pas de plus-value, il n'y a pas. Voilà, si tu l'as acheté 3240 et dans 10 ans que tu le revends 3240, tu payes rien. Oui, voilà. S'il n'y a pas de plus-value, ben, c'est rien. Mais si tu fais une plus-value, l'État va prendre 30%, l'État français va prendre 30% dessus. Bon. C'est pour ça que, en fait, quand on est dans le milieu, on reste généralement en Bitcoin, toutes les transactions qu'on a à faire, et on ressort qu'on appelle en monnaie fiat, donc en euros, quand on a vraiment besoin de payer ce qu'il faut, quoi. Voilà. Non, parce que sur les prélèvements qu'on va avoir là, à partir de 2019, c'est l'État qui se sert sur nos comptes sans qu'on ait validé le fait de savoir ce qu'il va prendre. Oui, tout à fait. Ça pourrait pas se faire avec les bitcoins. Si. Comme je te l'ai expliqué, donc alors ça se résume vraiment en 1 minute. Tu as Satoshi Nakamoto qui a inventé le Bitcoin. Et donc c'était cool, on avait une monnaie décentralisée, on n'avait pas beaucoup de frais sur les transactions, il y avait un consensus grâce au proof of work et les mineurs, très bien. Et puis, comme je t'ai expliqué, il y a eu Vitalik Buterin qui a inventé l'Ethereum, crypto-monnaie de deuxième génération. Qu'est-ce que ça apporte de plus? Les smart contracts. Les smart contracts, c'est quoi? C'est simplement des petits programmes qu'on rajoute sur la blockchain qui vont automatiser une tâche. Un exemple, tu es agriculteur et tu as par exemple des salades, mais tu crains le gel, disons, au mois de janvier. Tu fais un smart contract avec ta compagnie d'assurance. Si la température descend en dessous de 0 €, alors il y a telle somme qui m'est versée. C'est automatique. Il n'y a pas besoin d'intermédiaire, de comptable, d'agent pour vérifier. Dès que c'est relié informatiquement. Mais dès que la température descend en dessous de 0, hop, le smart contract il s'exécute. C'est un programme, un script, et hop, automatiquement tu gagnes de l'argent. Et donc tu vois, on peut appliquer. Si l'assurance elle veut bien payer. Ah bah c'est un contrat. Hein. Donc ouais. tu crées sur la blockchain Ethereum un smart contract. Donc ça serait plus rapide qu'une assurance traditionnelle. Largement. Par exemple, un autre exemple qu'on donne souvent, c'est pour les retards d'avion. Aujourd'hui, ton avion il arrive en retard, tu dois envoyer une copie du billet, tu dois envoyer la preuve que l'avion est arrivé en retard et ainsi de suite. Et, enfin voilà, il y a beaucoup de papiers, ça prend du temps. Si on fait un smart contract avec la compagnie aérienne, à la minute où l'avion il descend, enfin il atterrit et que il arrive en retard, automatiquement le smart contract s'exécute et tu touches tes Ethereum sur ton compte Ethereum. Voilà. Pas besoin d'envoyer des papiers, pas besoin, voilà. Oui, mais tu as pris une assurance pour ça. C'est la même chose que quand tu prends le train, on te demande de prendre une assurance supplémentaire ou chez Darty, ou tu vois. Ah oui, bah après, il y a des choses à côté. Ouais. Mais simplement, c'est que ça automatise le processus de remboursement, si je peux dire ça comme ça. Oui, ça va plus vite. Ouais, voilà. Pas besoin d'envoyer des papiers. D'envoyer un expert qui envoie quelqu'un, qui envoie des papiers. Tout est automatisé, donc on gagne beaucoup de temps. Ouais. En cas de catastrophe naturelle aussi, ça marcherait. En fait, faut voir les smart contracts comme un programme informatique. Donc, tu peux créer un smart contract sur la blockchain Ethereum ou une autre blockchain, Waves, Neo, ou d'autres. Et tu peux lui dire de faire ce que tu veux. Si par exemple, moi, j'ai envie de te dire, tous les 5 du mois, j'envoie un Ethereum à Joël. On fait un smart contract entre nous. Et tous les 5 du mois, ça prend sur mon wallet Ethereum, mon portefeuille Ethereum, et ça envoie sur ton wallet à toi. J'ai pas regardé combien il était l'Ethereum. À l'heure actuelle, à peu près entre 130 et 150 €. Ouais.
Il est quand même beaucoup Alors, moins ouais. cher que le Bitcoin. C'est monté à plus de 500 à un moment. Donc, on résume. Une personne a envie d'acheter des bitcoins, donc elle se fait cette espèce de banque virtuelle, et ensuite elle peut utiliser cet argent chez des gens qui acceptent les bitcoins pour payer des transactions, ou pour donner, ou pour faire ce qu'elle veut, condition qu'en face, il y a le répondant. Et pour que ces machines fonctionnent, il faut ces fameux mineurs. Alors, qu'est-ce qu'ils font les mineurs? Ils ont besoin d'avoir des connaissances informatiques. Alors, effectivement, comme je te l'ai expliqué, une crypto-monnaie, un crypto-actif, parce que c'est un peu le mot que utilisait le gouvernement, c'est une communauté. Une communauté de gens qui disent OK, au lieu de s'échanger des euros, on va s'échanger des bitcoins. Voilà, donc tu as une communauté. Et comme tu l'as compris, il faut créer 21 millions de bitcoins. Donc, à chaque fois qu'on remplit une page On en a combien, là? Tu te rappelles pas? 14? À l'heure actuelle, on a miné à peu près 17,2 millions de bitcoins. Ouais. On est presque à la fin. Oui, mais comme je l'ai expliqué, tous les 4 ans, la récompense, donc la valeur du bloc, la valeur de chaque page qui est vérifiée, elle est divisée par 2. Donc la prochaine en 2020, après 2024, 2028. Voilà. Et à chaque fois, ça sera divisé par 2. Donc les mineurs, à chaque fois qu'ils vont trouver un bloc, la récompense qu'ils auront sur son bloc sera diminuée. Mais d'ici là, forcément, le Bitcoin aura sûrement pris de la valeur. Donc forcément, ça va compenser. C'est un peu difficile à comprendre. Donc ces mineurs, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin d'une sorte d'ordinateur, comme je sais, qui s'appelle un rig de minage. Et cet ordinateur, en fait, il va utiliser ses ressources informatiques, en général les ressources des cartes vidéo, en général, ce qu'on appelle les GPU, pour vérifier ses transactions. C'est-à-dire que toutes les minutes, il va recevoir des transactions de la blockchain sur laquelle il est connecté. Il va vérifier ses transactions, vérifier dans la blockchain que ça correspond bien à la blockchain de l'autre, etc. Et une fois qu'il y a un consensus entre tous les mineurs, hop, on valide la transaction. Alors, c'est une machine qui fait le travail. C'est une machine, ouais, c'est une sorte d'ordinateur. Et le mineur, lui, il a le temps de voir quelque chose ou ça défile à une vitesse Ça défile. Il voit rien. Si, tu peux. En fait, sur ta machine, tu as une sorte de petit programme informatique qui va vérifier les transactions, ce qu'on appelle aussi un mineur d'ailleurs, un logiciel de mining, un logiciel de minage. Et en fait, ce logiciel de mining, il va, comme je te l'ai expliqué, il va recevoir des tâches, il va les traiter. Et une fois qu'il y a un consensus, il renvoie la tâche, tout simplement, pour dire c'est OK, c'est bon, la transaction. Et s'il y en a une qui passe pas, ça bip, ça fait quelque chose. S'il y a quelqu'un qui essaie de tricher dans le système, c'est automatiquement repéré par les autres, parce que comme je te l'ai dit, comme tout ce qui est fait, c'est écrit sur les livres de tout le monde. Si tu veux modifier quelque chose, faut modifier sur les livres de tout le monde. Donc c'est quasiment impossible. Ouais. Mais celui qui a sa machine là, il y a un bug, enfin il y en a un qui essaie de tricher, ça fait un bip. Qu'est-ce qu'il fait? Il arrête la machine et qu'est-ce qu'il fait? C'est comme un ordinateur. Si tu tombes en panne, tu répares ton ordinateur, tout simplement. Non, mais là, c'est pas qu'il tombe en panne, c'est qu'il. Non, ça change rien dans la blockchain. Alors, qui va définir, quel est le mineur supérieur qui va définir que celui qui a fait cette transaction, il est pas bon, elle est refusée? Alors, si tu veux, le mining, c'est une sorte de puzzle. En fait, on envoie aux mineurs une sorte de problème mathématique à résoudre. C'est ce qu'on appelle la difficulté de minage. Et ce problème mathématique, il est résolu par les machines. Et le premier qui trouve la bonne réponse, il touche la valeur du bloc. À l'heure actuelle, c'est 12,5 bitcoins si on mine sur la blockchain du bitcoin. Donc si ta machine est la première à trouver la réponse de cet algorithme mathématique, alors tu touches la récompense. C'est quoi alors? Qu'est-ce que c'est que cette question à trouver la réponse à un algorithme ou à trouver quelqu'un qui triche? C'est pas la même chose. Tout en même temps. En fait, comme je te l'ai expliqué, l'idée c'est d'avoir un consensus sur une transaction. Dire oui, Guillaume a bien donné 10 euros à Joël et Guillaume avait bien 10 euros sur son compte. D'accord. Voilà, c'est un consensus, ce qu'on appelle le consensus. Et donc ça s'appelle le proof of work. Et donc proof of work, ça veut dire preuve de travail. Et donc le mineur envoie la preuve de travail. La preuve de travail, c'est quoi? C'est j'ai cherché à résoudre ce problème mathématique pour essayer d'être le premier à le trouver et d'avoir la récompense. C'est quoi le problème mathématique qui est mis là? Alors, comme tu l'as compris, ça s'appelle crypto-monnaie. Donc, tout est cryptographié. Voilà. Et donc, chaque crypto-monnaie a un algorithme. Et donc, quand la machine elle reçoit la transaction, le fait de dire telle personne envoie à telle personne, il y a une sorte de... En fait, c'est ce qu'on appelle le hash. En fait, le hash, c'est une sorte de petit fichier qui va envoyer la transaction. Juste dire Guillaume a envoyé 10 euros à Joël. Et tout ça, c'est crypté. C'est crypté. Et
si tu veux, il y a comme, dans cet algorithme de cryptage, il y a quand même une réponse. Faut trouver la clé, si tu veux. Faut trouver la clé. Et donc, T'as pas trouvé la clé, toi? Ah bah si. Alors après, je t'expliquerai. Il y a ce qu'on appelle les pools. En fait, les pools, c'est quoi? C'est des associations de mineurs. Parce que en fait, tu te dis ouais, c'est cool. À chaque fois que quelqu'un fait une transaction, moi, je suis mineur, donc je peux toucher un pourcentage sur cette transaction. C'est ça l'intérêt, c'est de toucher le petit pourcentage sur cette transaction et de découvrir le bloc. Alors, donc comment tu fais? Tu as une machine, tu la mets en marche, etc. Et puis, tu mines, c'est-à-dire que ta machine elle va tourner, elle va vérifier toutes tes transactions, et au bout d'un moment, tu vas trouver un bloc. C'est ce qu'on appelle le solo mining, c'est-à-dire que tu es tout seul et tu essayes de trouver le bloc. Voilà. Mais le problème de faire ça, c'est que tu peux trouver le bloc tout de suite, ou tu peux le trouver dans 100 ans. Ou tu peux jamais le trouver, sans Voilà. temps, tu seras plus là. Voilà. Donc c'est ça le problème d'être. Mais c'est quoi trouver un bloc? C'est trouver un bug? C'est trouver un... Non, trouver un bloc, ça veut dire donc au lieu de toucher la récompense et tout simplement résoudre ce problème mathématique. C'est juste ça. C'est comme je t'ai expliqué. Il faut voir vraiment la blockchain comme un livre. Donc chaque page, c'est un bloc. Sur chaque page, tu écris toutes les transactions. Joël a donné 10 € à Jean-Marc. Ok, d'accord, mais je vois pas ce qu'on peut chercher. Je vois pas quel est le... C'est une vérification, si tu veux. Oui, c'est une vérification. C'est une vérification. C'est comme quand... Donc la machine s'amuserait à mettre un code quelque part pour que vous le trouviez. Non, c'est quoi cette histoire? Oui. C'est comme je te l'ai expliqué. À chaque transaction, il y a, enfin à chaque fin de bloc, il y a ce qu'on appelle donc le hash, qui est tout simplement une sorte de petit fichier que tu dois trouver la réponse. Tout simplement, tu dois juste trouver la réponse. Et le premier qui trouve la réponse, il gagne la récompense. Voilà, c'est comme une sorte de jeu, mais c'est un jeu de consensus, c'est-à-dire dire, on est tous d'accord pour dire que Guillaume a bien donné 10 € à Joël. Bon, ça m'a toujours pas convaincu. C'est parce que c'est une technologie je crois qu'il y a des mineuses aussi. Naissante. Il y a des femmes qui minent aussi. Ah bien sûr, de toute façon le minage est peut-être fait par tout le monde. Oui. Alors le minage, c'est d'avoir la machine. Oui, dans le système actuel, qui c'est qui touche les commissions quand tu payes en carte bancaire ou quand tu fais un virement? C'est la banque. Dans les crypto-monnaies, qui c'est qui touche les commissions? Tous ceux qui ont une machine. Les banques aussi, ils ont des machines, hein, je pense. Oui, ils ont des serveurs informatiques, mais sauf que là, c'est centralisé. Dans tous les cas, à chaque fois que tu fais une transaction, c'est la banque qui va gagner. Alors que quand tu fais une transaction en Bitcoin, ça peut être tel mineur qui va toucher une partie de la récompense ou tel mineur. C'est pas toujours forcément la même comment ils personne. définissent ça là? C'est comme je te l'ai expliqué, c'est t'as ce qu'on appelle une difficulté de hachage. Alors c'est pas forcément on rentre dans la cryptographie, donc c'est un peu plus compliqué. Mais si tu veux, à chaque bloc, t'as un certain niveau de difficulté. Et plus la difficulté est élevée, plus le puzzle mathématique à résoudre est difficile. Donc tes machines, elles s'adressent pas à tout le monde. Tout le monde peut en acheter une. Oui, mais ils trouveront pas les blocs. Si, alors c'est ce que je t'ai expliqué. Si tu mines tout seul, forcément, tu peux trouver le bloc tout de suite ou tu peux le trouver dans 100 ans ou jamais. Et on a inventé ce qu'on appelle les pools de minage. Une pool de minage, c'est quoi? C'est une coopérative de mineurs. C'est-à-dire qu'au lieu de miner tout seul, au lieu d'aller, c'est pas qu'on prend toujours l'image de la mine parce que c'est vraiment une belle image. Au lieu d'aller tout seul dans la mine avec ta pioche en disant, j'espère qu'un jour je vais trouver une pépite d'or, ce qui est une chance sur, voilà. Tu dis, je vais y aller en équipe. Et donc, tout le monde met la puissance de toutes ces machines en même temps pour avoir plus de chances de trouver le bloc. Parce que plus tu as de puissance machine, plus tu as de ressources informatiques, plus tu as de chances de trouver le bloc. Mais quel est l'intérêt de trouver ce bloc? C'est toucher une commission. C'est comment il s'appelle? C'est le Satoshi Nakamoto qui a inventé ça de manière... Oui, quand il a créé le Bitcoin, il a dit il faut vérifier les transactions de tout le monde dans la communauté. Donc je vais inventer un protocole qui s'appelle le Proof of Work. Et donc ça va consister tout simplement à avoir des machines qui vont recevoir un calcul mathématique crypté. Et le premier qui trouve la réponse de ce calcul... mais il a déjà été trouvé? J'allais dire presque toutes les secondes, on trouve des blocs. D'accord, vous trouvez des blocs, mais ça ne veut pas dire que vous trouvez la solution à son problème. Si. Il y a toujours forcément une machine qui trouve la réponse. Parce que de toute façon... mais est-ce que c'est la même réponse pour tout le monde? Parce que sinon, une fois que quelqu'un a trouvé la réponse, les autres... Alors, en fait, si tu veux, quand quelqu'un a trouvé la réponse, il envoie cette réponse à tout le monde. Et après, c'est là que se passe le consensus. Tout le monde dit « Ok, tu as trouvé la réponse. Nous, on confirme que c'est bien ça. Ok, on est tous d'accord. On valide. On écrit sur la blockchain. » Est-ce que tu as déjà vu une réponse? Bien sûr, oui. Alors, bien évidemment, il faudrait un écran pour montrer ça. Mais si un jour, tu as l'occasion de voir l'écran d'un rig de minage, d'une machine de minage, alors tu verras sur l'écran, tu as plein de lignes qui s'inscrivent avec la vitesse de la machine, combien de hash par seconde elle peut traiter. Parce que plus ta machine est puissante, plus elle peut traiter de hash par seconde. Et donc, au bout d'un moment, tu verras, tu as
alors c'est pas marqué en bloc, mais pour simplifier, t'as des lignes qui apparaissent pour dire, entre guillemets, t'as trouvé un bloc. En tout cas, ta pool, elle a trouvé un bloc. Ta coopérative, elle a trouvé un bloc. Après, c'est partagé entre tous les mineurs de la coopérative. C'est un peu comme quand tu nettoies ton ordinateur, là, que tu remets tous les blocs ensemble. Oui. C'est vraiment, je te dis, c'est pour ça qu'on prend cette image du minage. C'est-à-dire que tu arrives dans une mine. Alors, il y en a qui ont juste des pioches et il y en a qui ont des grosses pelleteuses. Hein, voilà, ça dépend du matériel qu'on a. Et comme je te l'ai expliqué, tu peux dire, moi, je me mets dans une poule, que j'ai une pioche ou que j'ai une grosse machine, je vais travailler avec les autres. Et l'avantage de travailler avec les autres, c'est que tu as beaucoup plus de chances de trouver un bloc et donc de toucher la récompense. Alors certes, cette récompense, elle est partagée entre toute la poule, toute la coopérative, mais du coup, tu trouves beaucoup plus vite des blocs et donc des récompenses. Et c'est pour ça que tu es payé quasiment toutes les minutes, tu es payé. T'es pas payé simplement parce que ta machine est là pour travailler chez toi. Non. T'es payé que pour les récompenses. T'es payé à chaque fois que ta poule trouve un bloc. Voilà. T'es pas payé pour le reste. Non. C'est important, ça. Le mineur, il gagne sa vie comme ça. Ouais, le mineur, il a donc une machine chez lui. Ouais, voilà. Et tu vas en troisième partie nous proposer tes machines. Et moi, je pensais que rien que le fait d'avoir la machine chez toi, ça faisait que t'étais payé au fait que tu donnes quand même de l'électricité et tu donnes quand même du temps. C'est pour ça que les mineurs sont rémunérés. Donc, quand Satoshi Nakamoto a inventé la blockchain Bitcoin, il a compris que pour qu'il y ait un consensus, il faut des machines qui vérifient toutes les transactions, mais ces machines elles vont consommer de l'électricité. Donc c'est pour ça qu'il a inventé un système qui rémunère les mineurs. C'est pour ça que c'est un consensus qui s'appelle proof of work, preuve de travail. C'est-à-dire que le mineur prouve qu'il a travaillé, que son ordinateur a trouvé des blocs, a cherché des blocs, a essayé de résoudre les problèmes. Et si, effectivement, il a envoyé cette preuve qu'il a essayé de faire ça, et que sa coopérative trouve la solution, alors il est payé. C'est la preuve de travail. Après, il y a un autre consensus maintenant qui s'appelle le proof of stake, où là, en fait, au lieu d'avoir des gens qui ont des machines qui consomment de l'électricité et qui font des calculs mathématiques, là, il suffit simplement d'avoir un petit logiciel sur ton ordinateur ou sur ta machine, avec des coins dessus. Et simplement le fait d'avoir des coins, alors tu es rémunéré pour... C'est un peu comme un livret A, le fait d'avoir de l'argent sur ton livret A, alors tu vas toucher des intérêts. Sauf que la différence avec un livret A, c'est que c'est pas 0,75%. Là, on parle de jusqu'à 5000% par an. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut pour être mineur ? Quelles sont les qualités qu'il faut pour être mineur ? Un petit peu de connaissances en informatique, de préférence, si tu veux le faire toi-même et monter ton propre rig, ou tout simplement acheter une machine de minage. C'est le plus simple. C'est comme acheter un ordinateur, tu achètes une machine de minage et tu la branches chez toi. Et ça mine automatiquement. Et tu touches la récompense dans la crypto-monnaie que tu mines automatiquement. Et c'est ce qu'on va voir en troisième partie d'émission, un tout petit peu de musique pour essayer de se remettre un peu les méninges en place, parce que ça chauffe là-haut. Encore une musique de Bitcoin. Alors, troisième partie de l'émission sur l'antenne d'IDFM avec Guillaume Thuillet. Ça nous rappelle un peu le programme SETI, ces histoires-là. Voilà. Dans les années 2000, tu pouvais télécharger un programme sur Internet qui est ce qu'on appelle le SETI. Donc le SETI, c'est un radiotélescope qui capte des ondes pour trouver des ondes extraterrestres. Et donc tu pouvais télécharger ce logiciel sur ton ordinateur. Il recevait quelque part des blocs, voilà, des informations informatiques. Il traitait ça, les ondes en fait qui étaient en fichier, et il renvoyait au programme SETI. Et il se servait de ton ordi. Voilà, il utilisait la puissance de ton ordinateur pour traiter des problèmes mathématiques. Et parmi les crypto-monnaies, tu as aussi des crypto-monnaies qui utilisent effectivement des ressources de ton ordinateur, pas seulement pour vérifier des transactions, mais aussi pour d'autres utilisations. Par exemple, ton disque dur. Tu peux être sur une blockchain qui va prendre une partie de ton disque dur, tu choisis toi-même la capacité, 10 gigas, 20 gigas, peu importe. Et cette ressource qui est disponible sur ton ordinateur et que tu n'utilises peut-être pas, elle va être mise à la disposition du réseau. Oui, mais il faut qu'il marche 24 heures sur 24. Il faut qu'il soit branché en permanence, bien sûr. Oui. Voilà. Alors, branché en permanence, en fait, oui et non. Parce que, comme tu l'as compris, c'est décentralisé. C'est-à-dire que si, par exemple, moi, j'ai besoin d'espace disque pour mettre des fichiers, et je me dis, tiens, je vais utiliser une blockchain qui propose de l'espace disque, je vais avoir cet espace disque qui est fourni par les autres personnes du réseau. Mais si, par exemple, toi, ton ordinateur, tu le déconnectes, en fait, le fichier que j'ai envoyé moi, il est copié sur d'autres ordinateurs. Ce qui fait qu'il y a toujours un ordinateur en fait, qui est allumé, qui contient ton fichier.
C'est comme ça que ça fonctionne. Parce que comme je l'ai dit, c'est décentralisé. Tout ce qui est mis sur une blockchain, c'est copié partout dans le monde. Alors toi, tu proposes donc, comment ça s'appelle ces machines? Des rigs? Des rigs, ouais. Des rigs. Rig avec un G, ouais. C'est pas le rig, c'est le rig. Ça veut dire? Ça veut rien dire, ça s'appelle juste un rig. Voilà, on appelle ça une machine en fait qui est un ordinateur, j'allais dire, qui est orienté et programmé et paramétré pour miner. Ça s'appelle un rig. Mais il est pas gros comme un ordinateur. Il y a pas de clavier. Il y a un clavier. Alors, on peut mettre un clavier pour le paramétrer au début. Moi, les machines que j'ai créées, tu n'as besoin de rien à part de le brancher à l'arrière de ta box. Ou au pire, paramétrer le Wi-Fi, c'est-à-dire taper ton code Wi-Fi. Mais si tu veux, aujourd'hui, il y a plein de technologies qui font que quand tu reçois ton rig à la maison, t'as rien à faire, ça se branche, j'allais dire presque comme un four à micro-ondes. C'est-à-dire que tu mets l'électricité, tu branches à Internet et c'est tout. Ouais, mais alors si jamais tu mines et que tu vois, tu trouves le truc, alors comment tu fais pour arrêter la machine pour dire quelque chose si t'as pas de clavier? C'est automatique. Encore une fois, il faut que tu comprennes que cette histoire de crypto-monnaie, smart contract, etc., tout est automatisé, t'as rien à faire. La machine arrive chez toi, tu la branches. Mais si tu vois quelque chose, comment tu les préviens que t'as vu? C'est automatique. La machine prévient la blockchain qu'elle a trouvée. Enfin, alors, la pool plus exactement. Ah donc c'est même pas toi qui le cherches alors? Non, c'est tout automatisé. Ah, je croyais que c'était à toi de rester des heures devant. Ah non, tout est automatisé, t'as rien à faire. C'est un programme qui tourne en permanence sur la machine et qui mine. Voilà. T'as rien à faire. Et c'est pour ça que enfin moi en tout cas je trouve ça intéressant, c'est-à-dire que tu peux aujourd'hui avoir une machine chez toi qui va miner, donc qui va créer de la crypto-monnaie qui a une valeur qui peut être transformée en euros. Et donc, tu peux récupérer tes euros derrière. Et c'est d'ailleurs justement moi, les machines que j'ai créées. C'est des machines que tu mets chez toi. Effectivement, avant d'aller travailler sur différentes blockchains, pas que sur des crypto-monnaies, on va dire à transaction, mais aussi sur de l'espace disque, sur de la bande passante, etc. Et automatiquement, mon système va récupérer tes bitcoins, va les transformer en euros et va t'envoyer un chèque ou un virement à la fin du mois. Pas grand-chose, hein, avec la petite machine. Ah bah, bien évidemment, tout dépend de la puissance. Plus tu prends une grosse machine, plus tu gagneras. Et donc, c'est carrément avec Bitcoin que vous travaillez, parce que moi, tu as fait une vidéo sur le net. Oui, alors. Tu peux le dire pour les gens qui voudraient te regarder. Alors, moi, ma machine, en fait, tu peux avoir des machines qui vont miner qu'une seule crypto-monnaie, qui vont miner que du Bitcoin, que de l'Ethereum, que peu importe la crypto-monnaie. Ou moi, j'ai mis en place un système un peu différent. C'est-à-dire qu'au lieu de miner une crypto-monnaie, ça mine en permanence l'algorithme le plus rentable. Comme je t'ai expliqué, derrière chaque crypto-monnaie, tu as un algorithme. Voilà, donc le Bitcoin, ça s'appelle SHA-256, l'Ethereum, ça s'appelle Ethash, etc. Donc c'est un algorithme de cryptage, en fait. C'est pour crypter, on utilise un algorithme. Et donc, moi, au lieu de miner juste une crypto-monnaie, ça mine en permanence celle qui est la plus rentable. Enfin, l'algorithme qui est le plus rentable. Il faut passer des contrats avec les boîtes quand même au non, départ. Encore une fois, c'est automatisé. Enfin, tout ça, j'allais dire, c'est mon problème. C'est le problème des entreprises qui proposent des machines de minage. C'est d'automatiser pour que ça soit simple pour l'utilisateur. Aujourd'hui, tu reçois une machine de minage à la maison, tu la branches à Internet, donc avec un câble sur ta box, ou au pire, tu indiques ton mot de passe Wi-Fi pour qu'elle connecte en Wi-Fi, et c'est tout. Après, tu laisses tourner, c'est tout. Ça émet des ondes nocives, ce truc-là? Si tu mines en Wi-Fi, tu as les ondes Wi-Fi. Mais après, si tu la branches avec un câble RJ45 à l'arrière de ta box, pas plus que ça. Ça fait du bruit? Non. Ça fait pas du bruit de taper dans la roche? Non. En fait, les machines de minage, tu as plusieurs façons. Vraiment une minute. Tu as plusieurs façons de miner. Tu peux miner en CPU. CPU, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu mines avec le processeur de ton ordinateur. Les premiers mineurs Bitcoin, ils minaient avec leur CPU, avec le processeur de leur ordinateur. Parce qu'à l'époque, bien évidemment, il n'y avait pas beaucoup de mineurs. La difficulté de minage, elle n'était pas très élevée. Donc, avec un simple CPU, un simple processeur d'ordinateur, tu pouvais miner des bitcoins, très simplement. Et puis, bien évidemment, il y a de plus en plus de monde, donc la difficulté de minage a augmenté. Et du coup, il y en a qui se sont rendus compte qu'avec la carte graphique dans ton ordinateur, tu pouvais miner mieux qu'avec ton processeur. Donc, du coup, on a inventé le minage par ce qu'on appelle le minage par GPU, c'est-à-dire le minage avec les cartes graphiques. Parce que ça, simplement, ça mine plus vite, tu vérifies les blocs plus vite, etc. Donc, on a inventé le minage par GPU. Et puis, il y a des petits malins qui se sont dit, OK, c'est cool de miner en GPU, mais même si c'est assez efficace, il y a certaines tâches dans le décryptage de l'algorithme qui ne sont pas optimisées. Et donc, du coup, ils ont inventé ce qu'on appelle les ASIC, là, qui sont des machines, c'est-à-dire carrément des cartes électroniques qui sont programmées et fabriquées et, designées
pour miner telle crypto-monnaie. Donc aujourd'hui, tu as des ASIC Bitcoin, donc des machines spécialisées Bitcoin, qui minent du Bitcoin à des vitesses incroyables. D'ailleurs, aujourd'hui, maintenant, il y a tellement d'ASIC Bitcoin que de miner du Bitcoin avec le processeur de ton ordinateur ou avec tes cartes graphiques, ça sert presque plus à rien parce que la difficulté de minage elle est tellement élevée avec tous les ASIC qui sont des machines spécialisées. Les ASIC, il faut voir ça comme des grosses pelleteuses pour aller miner, quoi. Tu vois, c'est la grosse artillerie, quoi. Donc, un mineur qui mine avec du CPU ou du GPU et l'autre, il a des ASIC. Alors, toi, tu proposes quoi, toi? Alors, moi, je propose surtout des rigs en GPU, donc des rigs qui minent avec de la puissance en GPU. Et entre le GPU et l'ASIC, donc entre les cartes graphiques et les machines spécialisées, tu as un domaine aujourd'hui qui se développe qui s'appelle le FPGA. Donc là, en fait, on a en même temps les avantages des GPU et en même temps les avantages des ASIC. Parce que le problème de l'ASIC, c'est qu'il peut miner qu'une seule crypto-monnaie. Si tu dis je veux un ASIC Bitcoin, il va miner que du Bitcoin. Si demain tu veux faire de l'Ethereum, tu peux pas. Si tu as une machine qui est en GPU, là par contre, tu pourras miner celle que tu veux. C'est ça la différence. Et en plus, les ASIC, il faut savoir que ça fait beaucoup de bruit. Ça fait 60 décibels. 60 décibels, c'est à peu près l'équivalent d'une cour d'école. Ou d'une télé allumée, etc. Donc c'est pour ça qu'on peut pas avoir des ASIC à la maison, j'allais dire, ou dans un appartement, parce que si tu as du 60 décibels en permanence, c'est compliqué. Donc du coup, c'est pour ça que pour les particuliers, on vend surtout des rigs de minage en GPU, donc avec des cartes graphiques qui là par contre font pas de bruit. Alors on te retrouve où? Parce qu'il est déjà presque 56, il faut que tu donnes un site internet. Oui, bien sûr, alors c'est très très simple. Donc je propose plusieurs machines, plusieurs types de matériel. Il suffit d'aller tout simplement sur le site lejardindeguillaume.com. Et vous avez toutes les machines. Lejardindeguillaume.com. Et sur YouTube, une petite vidéo que tu avais. Et voilà, j'ai également une chaîne YouTube où je fais beaucoup de vidéos sur la blockchain, les crypto-monnaies, pour expliquer tout ce qui existe là-dedans. Parce que comme je l'ai expliqué, il faut voir, quand on parle de crypto-monnaie aujourd'hui, c'est comme si on parlait d'Internet dans les années 90. C'est-à-dire que il y a les gens qui travaillent dans ce domaine, qui sont passionnés par ça et qui se disent on va pouvoir faire plein de choses avec. Et puis, bien évidemment, il y a encore le grand public qui découvre cette technologie petit à petit. On est encore dans cette phase-là au niveau de la blockchain. Donc, moi, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle aussi Le Jardin de Guillaume. Et dessus, vous pouvez retrouver des vidéos, des explications sur la blockchain, les crypto-monnaies. Alors, ta dernière vidéo, moi, je me suis dit, ça vaut pas le coup d'acheter le matériel pour gagner 15 € par an. Parce que c'était 90 €, je crois, la petite. Alors, comme je te l'ai expliqué. Donc, ça fait 10 ans pour amortir la machine. Plus tu achètes une machine puissante, plus forcément ton gain par mois sera élevé. C'est proportionnel. Alors, j'ai sorti, en fait, le G-Rig A, qui est une machine entrée de gamme destinée à tout le monde. Comme je l'ai expliqué, très simple d'installation. Tu branches chez toi, Internet, c'est tout. Il n'y a rien à faire après. Tu reçois le chèque tous les mois. Après, j'ai sorti le G-Rig B, qui est une machine milieu de gamme, destinée également au grand public. Et puis, quand j'ai sorti ces machines-là, j'ai eu des gens qui m'ont dit « Ouais, mais Guillaume, moi, même un G-Rig A à 839 €, je peux pas, quoi. Je peux pas, c'est trop cher. » Et j'ai dit « Écoute, je vais essayer de trouver une solution, etc. » Et donc, du coup, j'ai travaillé sur ce qu'on appelle les nano-ordinateurs. C'est-à-dire c'est encore plus petit qu'un ordinateur. Ça a la taille d'une carte de crédit. Et du coup, j'ai réussi à sortir un rig de minage de taille nano-ordinateur. Alors, bien évidemment, la rémunération n'est pas la même que sur un rig de minage classique. Le tout, c'est de savoir si ça intéresse certaines personnes de miner, hein, c'est-à-dire de faire travailler des ordinateurs chez eux. Alors miner, en fait, c'est certes récupérer les commissions sur toutes les transactions, c'est ça qui est intéressant, mais c'est aussi participer à la blockchain. Quand tu mines, tu participes à la blockchain, parce que plus il y a de mineurs, plus la blockchain est sécurisée. Pourquoi? Plus il y a de mineurs, plus il y a de livres, plus c'est difficile de falsifier. Ok. Bon, je te remercie, Guillaume Thuillet. Donc, Le Jardin de Guillaume. Le Jardin de Guillaume sur YouTube ou lejardindeguillaume.com, voilà, sur le site internet avec le matériel.